Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delanzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larson Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Ratana. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle foot. Je m'écoute sur RTS Radio. Valentier, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. J'ai pas fait mes petits tests de mémoire A, B, C, D, E, F, G, H. C'est bon, c'est parti, parce que là je bafouille depuis tout à l'heure, c'est une horreur. J'espère que vous êtes présents comme tous les soirs, mes chers auditeurs. Ne partez pas, hein, je suis pas fou, hein, c'est juste que on a eu quelques petits soucis avec notre ami Jean-Michel Badian, mais il est avec nous, Jean-Michel, c'est bon, il est de retour, il a quelques soucis internet, mais vous inquiétez pas, il est là, notre Jean-Mich national, sans aucun problème, il y aura quelques infos pendant l'émission, bien sûr, hein. Et donc il y a tous mes autres chroniqueurs, bien sûr, et chroniqueuses, hein, John, Lorelai, Chris et Brice, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Voilà. Ils sont là, ils sont présents, ils sont là. Jean-Michel, donc une petite aparté, parce que je voulais la faire, Jean-Michel, qui a joué ce week-end, et qui a gagné 4-1. En tant que capitaine du PFC. Merci John, voilà, ça c'est beau. C'est magnifique, je voulais l'appuyer ce soir. Bravo Jean-Michel, bravo, voilà, t'as montré au coach que ce soir t'étais indispensable. Que t'étais indispensable vendredi ou samedi soir, pardon. Quelque chose à dire? Pas vraiment, non. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Ok, très bien, pas de souci. Mais ce soir, on a un invité, quand même, un habitué, hein. Un ami de Quand on aime le foot, on parle foot, qui a été formé à Auxerre, passé à Bordeaux, à Fréjus-Saint-Raphaël et maintenant à Arles-l'Avignon. Monsieur Jordan Galtier. Bonsoir, Jordan. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ah, écoute, super bien. Et toi? Ça va, tranquille. Tranquille, comme on dit. Il va bien. Comme on dit dans le sud. Allez, le sommaire de l'émission. Premier débat, choix de l'invité. Jordan choisira entre deux débats. Le deuxième débat, choix des chroniqueurs, donc sur Monaco. Donc ce débat, à mon avis, va être très, très chaud. Et dernière chose à faire, les pronostics, bien sûr, de l'émission, les 3 pronostics, et je dirais le classement, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la saison, et on aura un classement à la fin de la saison. Je tiens à vous dire que c'est très, très serré entre les chroniqueurs, surtout pas, parce que l'invité, il est un peu loin, mais tout peut se jouer encore. Je n'oublie pas nos sponsors, Life in Sport, tout le monde s'en fout, football.com et jeunefooteux.com. Merci à eux, à tout le monde. Et ce soir, j'ai mon petit jingle et mon petit jingle de ce soir. Non, c'est pas pour toi, Lorelai, c'est après. Bien, ça va bien. J'ai très peur. C'est après. Non, vraiment, tu me fais peur. non, c'est pas encore pour toi. Et ce soir, j'ai un jingle, mais ce sera pas un jingle drôle ce soir, ça sera un jingle hommage. I just want to say thank you once again from all the Ferguson family. They're all up there. 11 grandchildren. Thank you. Voilà, grand hommage à Monsieur Sir Alex Ferguson. Tu peux juste nous le traduire, John, toi qui es expert de la langue de Shakespeare. Oh là là, au moins tout ça, il remercie. Il remercie tout le monde, que ce soit le public ou le club de United, de la part de la famille Ferguson et de la part de ses bien-aimés petits-enfants. Voilà, ok, très bien. Eh bien, écoute, très simple, quoi. C'est très simple. J'ai pris la fin de son discours qu'il a fait au stade, et c'était super émouvant et super intéressant. Et juste avant de commencer cette émission, Jordan, faut que tu sois au courant. La semaine dernière, Lorelai m'a exigé de faire un jingle chouchou, de faire un jingle Fayot. Écoute, j'en ai fait un. Et on va l'écouter maintenant.
tiens à vous dire que ce soir, on verra ce qu'elle en pensera. Il y a du dossier. Le Fayot. Oh, l'enculé de ta mère. Pardon. Le Fayot. T'as vu l'état de leur pelouse au Portugal? Le Fayot. Pardon, vous me tuez là. Attends. Lorelai, juste parce que en fait, vu que tu parles, on n'entend pas. Donc, il faut qu'on le réécoute parce que il y a du dossier. Je vais vous raconter un petit peu après. Lorelai, si tu peux t'écarter, pose ton téléphone, tais-toi. Refais-le en playback, Lorelai. Mais là, c'est parce qu'on entend ça. En plus, on entend tout. Alors, c'est comme si c'était elle. Bon, allez, on écoute. Le Fayot. Le Fayot. T'as vu l'état de leur pelouse au Portugal? Le Fayot. Lorelai parece un tigre pero bajo su piel tiene un gran corazón. Le Fayot. donc, Jordan, il a peut-être pas pu comprendre. C'est vraiment un truc entre nous. Je l'ai tué là, c'est bon. On l'aura plus jusqu'à la fin de l'émission. Je vous explique juste un truc. La musique que vous entendez derrière, c'est un clip que Lorelai a fait. Donc, si John peut tweeter Jordan avec le clip de Lorelai comme ça, mais laissez-moi avec ce clip. Tout le monde l'a vu. Jordan l'a vu, donc il y a la chanson derrière, donc il y a eu des choses, il y a des phrases qui ont été coupées, bon voilà. Donc voilà, c'était notre trip. À vous la jingle, voilà, je l'ai fait. Hein, donc, purée, mais il faut que tu me l'envoies, il est merveilleux. Ah bah voilà. Ah, j'en chiale. Le point pelouse est merveilleux. Oui, notre point pelouse la semaine dernière. Ouais, non mais ça c'était tellement énorme que j'étais obligé de la remettre. Allez, Jordan, allez, on va passer au débat. On va être un peu plus sérieux sur le football quand même. Hein, on est là pour débattre. Allez, Jordan, tu vas choisir entre comment faire évoluer la mentalité sur le football français et faire de notre pays un pays de football, ou plutôt Ferguson est-il le meilleur coach du football mondial? Quel est ton choix? Le choix numéro 1, parce que je m'en branle de Ferguson. Oh bah voilà, comme ça c'est clair. Il commence d'entrée de jeu, il casse. C'est bon, ça c'est bon Jordan. Allez, comment faire évoluer les mentalités sur le football français et faire de notre pays un pays de football? Alors, c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu complexe, mais on va parler un petit peu de ce qui se passe aussi au niveau des stades et de ces stades vides. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jordan? Il y a de plus en plus de stades vides en France. C'est de moins en moins, on a l'impression que c'est de moins en moins suivi dans les stades. Bon, il y a la crise, certes, mais en Allemagne aussi, il y a la crise et les stades sont remplis. Qu'est-ce que tu penses de cette ferveur qui diminue au jour qui arrive? Ça augmente jamais, de toute façon. Déjà, il y a aussi le problème avec les ultras, c'est-à-dire que apparemment, on restreint de plus en plus l'accès aux ultras dans les stades. On leur interdit de faire des fumigènes, on leur interdit ci, on leur interdit là. Bon, eux, ils sont pas contents, donc ils viennent plus au stade. Ça déjà, ça fait baisser le taux de spectateurs. Il y a aussi ce désamour qu'ont les Français envers les footballeurs. Alors on ne sait pas si c'est de l'envie, de la jalousie, mais bon, en France, dès qu'il faut taper sur une catégorie professionnelle, on tape sur les footballeurs. On va pas taper sur les tennisman, on va pas taper sur les golfeurs, ni sur les pilotes de rallye qui habitent en Suisse. Donc c'est un petit tout qui fait que les gens ne se sentent pas proches des footballeurs. Alors après, les footballeurs ont aussi leur tort, hein, attention. Hein. Et moi, je pense que c'est un tout qu'il faut. C'est un constat global qui est mauvais. Il faut revoir de A à Z l'organisation du foot français, je pense. Oui, d'accord. Ah oui, t'es catégorique sur ça. Il y a beaucoup de choses à revoir de fond en comble sur. Ah ouais, mais le débat est vachement vaste. Faut parler des pelouses, faut parler de l'état des stades, faut parler de l'état des finances. On voit le problème avec Monaco, on en parlera tout à l'heure sûrement. Le PSG, des clubs qui arrivent pas à s'en sortir, la DNCG européenne, la DNCG française. Voilà, c'est tellement vaste que. Moi, je pense que de toute manière, on est un pays qui a pas cette mentalité foot. Et on l'a vu hier avec les émeutes, pas des émeutes, mais bon, les problèmes qu'il y a eu à Paris, et avec le contraste qu'il y a eu à Manchester et à Barcelone. Non, c'est sûr, il y a eu un gros contraste. Messieurs, ils sont tranquilles dans leur coin là, ils disent rien. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement de ce manque de ferveur? Qui veut prendre la parole là-dessus? Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, il y a un gros manque de ferveur, ça c'est clair dans le stade en France.
Mais le problème, c'est qu'on parlait de l'absence des ultras, mais ils sont vraiment stigmatisés en France. Moi, je vois ça nulle part, à ce point-là, nulle part ailleurs, alors qu'on voit que les ultras des autres pays sont bien plus chauds. Je dis d'aller voir, par exemple, en Italie, c'est pas bien loin de la France. Ben, c'est effectivement, moi, je pense que Jordan a été très complet dans l'analyse, mais après, on peut rentrer dedans, quoi. La culture foot, elle est moquée comme jamais en France. C'est-à-dire que moi aussi, je m'intéresse un peu à ce qui se passe ailleurs. Jamais dans les autres pays, le football est autant moqué par les gens. Effectivement, les footballeurs sont si responsables. Contrairement aux tennismen, aux rugbymen, ils ont un langage qui est souvent moins châtié. On a un respect de l'arbitre aussi qui diminue aussi vachement en France, où ils sont ringardisés complètement, beaucoup plus qu'ailleurs. Les joueurs font un peu n'importe quoi dans la plupart des clubs. Les bons joueurs, ils n'ont pas intérêt à les faire partir, alors qu'en Angleterre, parce qu'on pourrait parler des racailles, moi j'ai entendu des termes comme racailles, etc. Mais il y a des joueurs français qui sont critiqués quand ils ont porté le maillot de l'équipe de France. Ils jouent en première ligue, je pense à Nasri, à Manchester City. Il ouvre sa bouche, il dégage. Alors qu'il pourrait faire 10 fois pire en France, aucun club ne le virait. Donc je pense qu'effectivement, il y a des problèmes en amont. Et je rejoins l'avis qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faudrait une révolution dans le football français, c'est évident. Alors justement, c'est ce que tu dis, Chris, c'est très bien, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec les footballeurs? C'est-à-dire avec la mentalité, ce qui se passe dans le football actuel. Là, dernièrement, il y avait une interview de Laurent Blanc, justement, il dit que la mentalité des jeunes est comme ça, et elle sera comme ça, il faudra faire avec, de la nouvelle génération, hein, comme on dit. Bah non, on laisse tout passer alors. Mais justement, il dit va falloir faire avec. Alors, tu trouves ça normal, toi, Jordan, ou pas? Bah non, moi je trouve pas ça normal. Moi j'ai été élevé au petit grain avec Giroud, et la mentalité, tu pouvais avoir une mentalité dégueulasse quand t'es arrivé. Je peux te dire que quand tu sortais, t'avais une mentalité d'homme et tu respectais tout. C'est facile de dire, ah ben tiens, ce jeune-là, c'est une racaille, c'est un fouteur de merde. Eh ben il a sa mentalité comme ça, mais on va s'adapter. Ben on a vu où ça a mené Laurent Blanc. Et il faut pas être Alzheimer, hein. Regarde en Amérique du Sud, les mecs, ils apprennent le football dans la rue, ils vont pas à l'école. Et je vais même prendre un exemple. Les Français ont un peu Alzheimer par rapport à ça. Les Français champions du monde en 98, quand tu les écoutes parler, la plupart, franchement, ça vole pas très haut. Mais les mecs, ils avaient le respect, je vais pas dire le respect de l'uniforme, mais il y avait vraiment ce respect-là. Il y avait même une crainte des arbitres. En tout cas, un respect des arbitres. La crainte de l'entraîneur, ils l'ont plus aujourd'hui. Il y a une différence à 98, c'est qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et on entendait moins de choses. Au 98, ils sortaient en boîte, ils faisaient la fête, mais ça, tu vois, on n'en avait pas, on n'était pas, enfin, le grand public n'était pas au courant. On le sait maintenant petit à petit parce que il y a des gens qui ont parlé. Mais alors que maintenant, le moindre joueur, il va en boîte, le lendemain matin, c'est dans l'équipe ou le Parisien ou ce que t'as envie, tu vois. Donc ouais, mais au contraire, le rugbyman qui fait la fête, c'est génial. Tu vois, il y a oui, mais ça, il y a ça aussi, ouais. La fameuse troisième mi-temps du rugby, tu vois, il y a tout le monde qui trouve ouais, mais ça c'est bien, toléré, c'est toléré dans le rugby. C'est une autre chose. Ouais, mais voilà pourquoi. Pourquoi quand des handballeurs cassent un studio de télé, c'est classe, et puis c'est marrant, puis c'est bien. Oh non, c'est pas classe. Non, ils ont été critiqués. Ils ont été critiqués à juste titre. Hein. Les footballeurs français depuis 10 ans, ils perdent. C'est ça la différence. Oui, donc il y a un problème là-dessus. Donc justement, on parle de ces jeunes, justement Jean-Michel, lui qui est un petit peu ancien dans la profession, hein, mais qui n'est pas vieux. Hein, je veux pas le froisser tout de suite. Hein. Toi, Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses justement de cette nouvelle génération? Faut faire avec ou on fait comment? Non, faut surtout pas faire avec. Maintenant, je pense qu'il faut pas généraliser non plus, quoi. Moi, j'ai eu affaire entre guillemets j'ai affaire aujourd'hui à cette nouvelle génération. J'ai aussi eu des plus jeunes à l'époque à Paris qui aujourd'hui sont un peu plus vieux. Ils jouaient avec l'équipe première qui sont toujours bien comportés. Donc, je pense que l'institution, et quand je dis l'institution, c'est le président, c'est le coach, c'est les cadres de l'équipe entre guillemets à qui on a confié l'état d'esprit du vestiaire, qui sont aussi les garants de tout ça, quoi. Donc quand j'entends que aujourd'hui il faut s'adapter à la nouvelle génération, je me dis mais quelle nouvelle génération? S'il y a eu des dérives, c'est quelque part ce travail entre guillemets d'éducation. Je parle pas d'éducation en tant qu'homme, parce que là il y a les parents, il y a tout ça, mais l'éducation du footballeur n'a pas été bien faite. Maintenant, quand j'entends, puisqu'on peut revenir au débat, on parle de ferveur concernant le football en France. Moi, j'aurais une autre question à poser, c'est avant d'être un pays de football, sommes-nous un pays de sport, tout simplement, quoi? Parce que l'engouement populaire qu'on peut voir dans notre pays n'existe que sur les grandes occasions, et il retombe très vite.
Et quand je dis ça, je m'inclus dedans, parce que je vais m'intéresser à d'autres sports, par exemple sur la Coupe du Monde de rugby. Mais je vous avoue qu'après, je vais pas voir un match de la saison de rugby, quoi. Donc, sommes-nous un pays de sport, tout simplement, quoi. La France est un pays de rugby. La France est un pays de natation. C'est-à-dire, c'est l'élite mondiale. Ces deux sports sont les deux élites mondiales au niveau sportif. Ils ont gagné quoi, rugby? Ouais, mais ça, c'est totalement différent. Le fait d'être une élite mondiale, nous, on l'a été en 98-2000 où on était sur le toit du monde. Football à l'époque, Jean-Mi. À l'époque, en 98, personne en France critiquait le football, justement. Moi, je pense que c'est ça aussi le problème. C'est que quand tu gagnes, t'as pas, de toute façon, on parle de réseaux sociaux, mais il y en a dans les autres pays européens. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait pas. Mais tu gagnais à l'époque. C'est ça la différence pour le grand public. Oui, mais justement, pour moi, la mesure de cette ferveur d'un pays, c'est juste pas quand tu gagnes, mais au contraire quand tu perds, parce que lorsque ton esprit perdure, lorsque l'opinion publique reste mobilisée par rapport à un sport quel qu'il soit, quand tu perds, c'est très révélateur d'une force à ce niveau-là. Quand tu gagnes, même celui qui s'est jamais intéressé au football se dépasse sur les Champs-Élysées et d'être associé à cette victoire. Quand il y a des résultats neutres, voire mauvais, c'est là où il est intéressant de mesurer l'état d'esprit d'un pays. Mais tu n'auras jamais ça en France. Tu sais bien que les Français sont comme ça. Il faut s'adapter à ça. Et pour faire améliorer la mentalité et la culture du football, c'est par la gagne que tu passeras. Je suis d'accord avec toi. Regarde le Brésil. Il gagne pas 2 Coupes du Monde d'affilée. Le public, il reste chaud. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est la victoire qui fera changer le grand public. Ouais. Il est spécial quand même au Brésil, hein, parce que par exemple là, la Coupe du Monde 2014, les mecs ils gagnent pas grand-chose, ils économisent depuis l'annonce pour pouvoir se payer tous les matchs de leur équipe. Hein. Non mais et ça leur coûtera en tout presque une année de salaire. Hein. Et les mecs ils économisent depuis quoi. Donc c'est vraiment une faveur spéciale. Ouais, et comme à Boca, comme en Argentine, hein, c'est impressionnant les stades qu'ils ont remplis. C'est affolant, Alors peut-être que c'est que dans ces stades-là parce qu'on voit pas tout ce qui est à côté du championnat. Donc moi j'ai vu que le derby argentin, enfin quelques images, il était rempli de stades de ferveur, c'était énormissime même. Et on peut prendre un exemple plus proche de la France, c'est Dortmund qui a vraiment une vraie ferveur, c'est en Allemagne. Hein. Ce sont les seuls. Hein. Dortmund, ce sont les seuls en Allemagne. J'y suis allé moi au Bayern Arsenal. Je peux t'assurer que quand leur équipe elle perdait 2-0, il y en avait pas un pour les applaudir. Hein. Même quand il y avait une belle action. On était 3000, 3005, on a fait plus de bruit que les 60 000 autres. Donc, faut pas non plus généraliser, quoi. En Allemagne, il n'y a pas de la ferveur dans tous les stades. Dortmund, c'est vraiment particulier. Ok. Et j'ai une question pour Jordan. Après, Lorelai, elle pourra parler parce qu'elle s'est renfermée. Ça y est, depuis son petit. Sinon, je vais remettre. Elle attend le moment opportun. Je vais remettre ton jingle. Fais gaffe. Sinon, Jordan, est-ce que tu penses que la mentalité française, c'est pas, on n'a pas une mentalité où quand l'équipe gagne, le stade il est rempli et on sait par exemple que l'équipe va monter en Ligue 1, bizarrement le stade va être rempli. Ou par exemple au Mans, la semaine dernière, le stade qui avait plus de supporters que d'habitude parce que faut le sauver le club. Et là, d'un seul coup, tous les supporters viennent. Donc, d'autres clubs, c'est pareil. Est-ce que tu penses pas qu'il y a cette mentalité de gagne où on voit qu'ils vont perdre ou que c'est la merde et là, on va réagir? Sur ce point-là, je pense pas que ça soit spécifique à la France. Hein. Je pense que c'est un peu partout pareil. Tu sais, les opportunistes, il y en a beaucoup. Ouais. Ils viennent quand t'as gagne et un peu quand il faut soutenir. Mais bon, après, au milieu de la saison, ils sont à la plage ou ailleurs. Moi, sur ce point-là, non, je pense pas que ça soit spécifique à la France. Mais bon, après, moi, je voulais revenir un peu sur la France. Nous, les Français, que ça soit sur le sport, sur la politique, sur la bouffe, sur n'importe quoi, on pense qu'on est les meilleurs dans tout. Et résultat, notre pays, il est mauvais politiquement, il est mauvais footballistiquement, il est mauvais partout. Donc, à un moment donné, il faut se regarder dans un miroir et dire on est mauvais, on va travailler, on va regarder ce que les autres font de mieux. Mais non, nous, on préfère continuer dans ce sens-là, se dire qu'on est les meilleurs, que 98, c'est comme si c'était il y a 2 ans, etc. Mais bon. Et le problème, c'est que les élites politiques, sportives, etc., elles encouragent ça. Ça, c'est clair et net. La France n'a pas encore compris, je pense. La grande France n'a pas encore compris que pour moi, c'est l'un des plus beaux pays du monde. J'adore ce pays-là. Mais que ce n'est plus un grand pays tout court. Ce n'est plus un grand pays. Il y a des émergences qui viennent. Et le problème, c'est que c'est entretenu, en effet, par les politiques et par les dirigeants et par une culture médiatique en France qui fait que forcément, on doit être le meilleur partout. C'est très bien, ça, c'est de l'ambition, mais le problème, c'est que quand on l'est pas, effectivement, ça gronde et ça grogne. Moi, je voulais juste prendre un petit exemple. Il n'y a pas que la victoire. Parce que si je pourrais faire un parallélisme avec la Belgique, nous, on a mangé notre pain noir pendant 12 ans. Et effectivement, il y avait plus personne. Il y avait 20 000 personnes pour voir les Diables Rouges il y a quelques années. Ça a changé, pas quand on a commencé à gagner. Ça a changé quand il y a eu l'espoir. Et là, le stade
archi-comble et l'ambiance est revenue parce qu'on a eu l'espoir et parce qu'on a l'espoir, parce qu'on se disait on a un potentiel. Et c'est pas spécialement quand il y a la victoire. Je crois qu'en France, on n'a plus l'espoir de foot. Ouais, tu penses qu'il y a plus de ce petit grain qui fait. Et c'est presque non, oui, effectivement. Bah, je sais pas si quelqu'un me contredit. Et c'est limite injuste parce que la jeune génération française, et voilà, ça va peut-être changer dans les prochaines années, mais franchement, il y a plus personne qui croit en l'équipe de France de football. Ouais. Je pense qu'il a raison, Chris, parce que suffit de voir au Stade de France, quand ça commence à jouer un petit peu, que ça domine et tout, on voit que t'as tout le public qui commence à faire des holas, qui commence à chanter, danser et tout. Et au final, quand 5 minutes plus tard, c'est le match nul ou la défaite, il y a plus cet espoir, et ce sont les premiers à siffler, voilà. Et je pense qu'il a peut-être raison, c'est plus quand ils commencent les gens à s'amuser, à se dire tiens, on va peut-être y arriver. Là ils se lancent, mais une fois qu'ils comprennent que c'est plus possible, là ils arrêtent net tout de suite, quoi. Mais moi je te dis, je suis allé à Saint-Étienne pour Saint-Étienne-Bordeaux quand il y a eu cette fameuse grève des supporters. Fallait absolument que Saint-Étienne gagne. Écoute-moi, au bout de 17 ou 18 minutes, il y avait des sifflets dans le stade. Et qu'on arrête de me dire c'était des petits sifflets, des machins. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde. Ça a bien sifflé. Non, mais sur les réseaux sociaux, je passe un peu pour le méchant en disant qu'il y avait des sifflets, tout ça. Ils me disent, mais non, ça, c'est pas des sifflets. Ah bon? Eh ben, ça doit être quoi? Alors, quand c'est des sifflets, je peux vous dire qu'il y avait tout le stade qui sifflait. Et il y avait 0-0 à la 17e. Oui. Et pardon, Jordan, je te relance. Mais l'engouement, le Paris Saint-Germain, il est parvenu quand ils ont commencé à gagner, soit il est revenu quand il y a eu l'espoir d'avoir des grands résultats. Ouais, mais ça, c'est des footix. C'est comme ceux qui vont mettre le maillot du Bayern et Dortmund l'année prochaine. Non, mais c'est ça. Le grand public, Jordan. Les footix, c'est le grand public. Et là, il faut faire tomber un tabou ce soir. La majorité des gens, le grand public, les 60 millions de Français, je vais dire, il y en a 40 millions, ce sont pas des amoureux du ballon rond, donc ce sont des footix. Et il faut les attirer. Mais c'est pas des supporters, c'est des footix. Ouais, non, mais qui suivent des équipes comme ça de long et ils suivent tout de suite la première qui gagne. Je dis souvent qu'en France, on a des spectateurs et non des supporters. Ah non, mais c'est d'ailleurs le cas à Lille, à chaque fois que j'y vais, tu demanderas à Lorelai, on se fait un peu chier quand même, hein. Non, mais c'est sûr, hein, il y a que à Lille, il y a que la DVE ou qu'il y a des ultras qui mettent l'ambiance. Au moins, eux, ils essayent de la mettre. Juste un petit truc. Est-ce que sur ce débat, donc on voit que la ferveur, comme on est tous unanimes là-dessus, hein, la ferveur en Ligue 1 n'y est pas, elle est pas là, elle est pas présente. Est-ce qu'il faut pas plus de spectacles, comme le dit Jean-Michel Badian, justement, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il faut pas justement plus de spectacles? Il faut quelque chose qui soit attractif. On l'a vu, certes, au PSG, mais ça amène, à chaque fois que le PSG se déplace, au moins, en tout cas, tous les stades sont remplis. Exemple, à Lyon, ce week-end, le stade de Gerland était quasiment rempli. Donc, on voit quand même que les grands joueurs attirent du monde. Alors, en plus, en sachant que bon, il y a peut-être Monaco qui va arriver, ça, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut pas plus de spectacles, faire venir des grands joueurs, et essayer est-ce que c'est pas la seule solution? Est-ce que à 3, le stade est plein? Ah non, on en est loin. Et pourtant, 3, c'est une des équipes qui joue le mieux au foot, qui joue le plus beau football en championnat de France, hein. Ils ont peut-être pas de stars, mais ça joue bien, tu te fais pas chier quand tu les regardes. Les gens, ils s'en foutent de ça, ils veulent gagner. Les gens, ils s'en foutent, ils veulent que 3 gagnent, c'est tout. Ils s'en foutent. Oui, donc ils veulent pas du S'il y a spectacle. 3-4, s'ils perdent 3-4 tous leurs matchs, ils s'en foutent, les supporters qui essaient de but. Donc ils veulent pas du spectacle, ils veulent gagner. Exactement, moi je pense. C'est comme avec l'histoire, pardon Chris de te contredire, mais que les stars font amener du spectacle, pour moi c'est pisser dans un violon. J'ai l'impression que les nanas viennent, contrairement à ce que les guignols veulent nous faire croire, viennent voir les tablettes de Beckham ou alors le nez de Zlatan Ibrahimovic. C'est parce qu'il y a des grands noms et parce qu'il y a l'espoir, du coup, parce qu'il y a des grands joueurs, c'est la conséquence de ça, c'est-à-dire qu'on va gagner enfin des trophées. C'est pour ça qu'on vient voir le PSG. Ah, peut-être, mais attendez, aussi, ça ramène, faut pas le se leurrer quand même, ça ramène comme du monde d'avoir, de se dire à 3, le match Paris, 3 Paris, à 3 c'était rempli, hein, donc ça ramène dans tous les cas du monde dans les stades. Certes, peut-être pas une grosse ferveur, oui, mais ça ramène. Entre le monde et la ferveur, il y a une différence, hein. Ah bah bien sûr. Parce que tu peux avoir du monde dans le stade et pas un bruit, hein. Ouais, c'est vrai. Les footix français, il y a un an, ils connaissaient pas Ibrahimovic. Parce que Paris Saint-Germain a commencé à gagner, parce qu'on s'est dit, et les médias en ont parlé en disant, bon, maintenant, ils vont tout gagner. C'est pour ça. Alors, on va pas tout remettre sur les footix, mais il y a aussi les horaires des matchs, les jours de match, les jours de diffusion, voilà, il y a plein de choses. Quand je vois en Angleterre, il y a les matchs, ils se jouent à 15h ou à 16h, les stades, ils sont pleins, et nous, en hiver, on les met à 20h à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, tu regarderas en Angleterre, à part en semaine, il n'y a pas de match à 20h, hein. C'est que des matchs en journée pour que les enfants puissent venir. Alors, je sais qu'à l'Emirates, il y a même une tribune spéciale pour les enfants de moins de 12 ou 15 ans. C'est vraiment pour te dire que ils y vont tout seuls, dès très jeunes au stade, les gens, quoi.
C'est spécial. Ouais, non, mais c'est autre chose. Mais juste une petite aparté, justement, Jordan parle de ça, c'est très bien que vous trouvez pas aussi qu'il y a un problème aussi avec les médias en France, c'est-à-dire que maintenant, on paye beaucoup, on paye Canal, on paye beIN, on paye Eurosport aussi pour suivre la Coupe de France. Est-ce que justement cette ferveur est aussi à cause des médias? Faut tout le temps payer pour voir des matchs. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jordan? Jordan, il a quitté un petit peu là, Jordan. Ouais, j'ai pas trop suivi ta question, c'était trop compliqué pour un footballeur. Non, c'était pas. Est-ce que le fait de payer beaucoup d'argent pour suivre les matchs à la télévision diminuerait la ferveur, Jordan? Non, je pense pas. Le mec, s'il a pas envie de payer son abonnement Canal, ben il le paye pas, mais il a qu'à aller au stade, quoi. Non, moi je pense puis pas. Même avec Internet maintenant, tu trouves des liens en HD, tu le mets sur ta télé, voilà quoi. C'est limite contre-productif parce qu'il y a beaucoup de mecs qui restent, et moi je peux en témoigner. Moi, je vais voir moins de matchs de mon équipe en déplacement depuis que je peux la regarder à la télé. Je vais pas me taper 200 km pour aller au bout de la Belgique pour aller voir Mons certaines fois quand il fait froid, etc. Je plaide coupable moi en premier, alors que je suis quand même un amoureux du foot. Ouais, mais on va pas non plus faire l'hypocrite. Quand même, l'abonnement de beIN pour l'offre RIA, c'est pas non plus excessivement cher. Enfin, moi je trouve. Et ça vaut bien. Il y a un autre problème avec les médias, Chris, pardon, mais il y a un autre problème, c'est qu'en France, moi je vois ça quasiment qu'en France, moins ailleurs, c'est présent mais moins ailleurs, c'est ancré dans la tête des Français, dans la tête du grand public français, c'est que les ultras ne sont pas bons pour le football. Les supporters chauds ne peuvent plus avoir une place dans un stade de football, c'est synonyme d'insécurité, c'est synonyme de mort d'enfants. Enfin, je caricature, mais on en est presque là. Ouais, mais ça c'est la ferveur. Ça c'est la ferveur, mais la mentalité française ne bouge pas plus que ça, en tout cas pour ça. On n'a pas trop entendu Lorelai. J'aimerais bien qu'on entende Lorelai pour conclure justement ce débat. Toi, qu'est-ce que t'en penses justement de ce manque de mentalité en France qui est désespérant d'un côté, parce que quand tu vois des stades qui des fois sont pleins et on n'entend rien, ou des fois sont complètement vides. Bah, écoute, de toute façon, avec tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, je peux que résumer. Déjà, on n'a pas une mentalité de foot en France. C'est la première des raisons. Et voilà, ça résume tout ce qui a été dit depuis 10 minutes. On n'a pas cette ferveur. Il y a eu 2 tifos qui ont été créés en France, les 2 premiers, et c'est ceux maintenant qu'on pointe du doigt parce que sujet trop ultra. Il y a eu le tifo de Paris et c'est les 2 premiers à avoir été basés sur ceux d'Italie et qui avaient cette ferveur-là. Et ce sont les 2 premiers qu'on a pointé du doigt, voire interdit. On voit ce qui se passe avec le PSG depuis 2 ans. On parlait du tifo il y a 2 ans. Pour moi, un stade sans tifo, c'est plus un stade. Parce que même s'il y a des débordements, même si, voilà, c'est comme on caricature, il y a un sentiment d'insécurité, de tout ce que tu veux. Normalement, un tifo, c'est rempli d'ultras, pas forcément dégénérés, et c'est eux qui amènent toute la clameur dans un stade. Demain, un stade, que ce soit pour les joueurs ou pour les autres spectateurs, quand il n'y a pas de chant, quand il n'y a plus de ferveur, il n'y a plus d'allégresse, il reste presque rien. Dans ces cas-là, oui, autant regarder son match. Le grand public, il vient pas pour les tifos, Lorelai, malheureusement. Oui, mais après, mais c'est là où on parle. Alors après, voilà, mais même, d'ailleurs, non, je suis pas d'accord. Un spectateur lambda, qui on va dire le footix, ou on va l'appeler comme ça, mais le sans chant, mais le sans rien, et tu le fous dans un stade juste pour regarder un ballon qui roule sur une pelouse, il va pas rester longtemps. À Barcelone, il est là à chaque match, à Barcelone, et pourtant il n'y a pas de chant, il n'y a rien. Ouais, mais Barcelone, oui, mais là où je te parle du contexte français. Ouais, ils sont pas tellement gagnés cette année. Si Barça descend à la 5e place de la Liga, pendant 2-3 ans, tu vas voir après, les spectateurs. Maintenant, vas-y, conclue. Non, mais voilà, non, c'était pour dire déjà, il y a pas une mentalité foot en France, mais maintenant, il y a plein de trucs, il y a tellement de choses, je t'ai dit, on pourrait en faire une thèse pendant 3 heures de ce truc, c'est compliqué. Il y a une mauvaise image dans le foot français, parlons du foot français, beaucoup plus de spectateurs que de supporters maintenant, et pas assez de beaux jeux, puisqu'il y a des spectateurs au lieu de supporters. Les supporters, ils seront là. C'est le symbole même du supporter, c'est d'être là, de soutenir son équipe, qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas, qu'elle joue bien, qu'elle joue mal. Le spectateur, il a besoin de beaux jeux. Et c'est pas ce que nous offre le foot en France. Donc voilà. Ils meurent, les supporters, ils meurent. D'ailleurs, au Paris Saint-Germain, il y a plus que des spectateurs. C'est pour ça que, c'est pour ça que le problème, c'est que le PSG, c'est bien, là, tout roule. Mais c'est parce que c'est un exemple vraiment concret, le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce sont des spectateurs qui viennent maintenant. On vient en grande famille, etc. Dès qu'il y a plus de spectacle, dès qu'il va y avoir des sifflets, ça viendra plus. Alors qu'avant, avant les supporters, ils restaient tous les matchs, même quand leur équipe était presque au bord de la Ligue 2, ils étaient là. Oui, mais bon, il faut aussi différencier les
les mecs qui viennent au stade pour tout péter, pour se battre avec tout le monde, et les vrais ultras, les vrais supporters qui mettent de l'ambiance dans le stade sans violence ni rien. Tu peux pas laisser des événements qui se passent dans les stades non plus comme il y en a eu il y a 2-3 ans. Moi, je suis pas d'accord avec ça, je suis désolé. Les ultras, ils revendiquent de la liberté. Ils revendiquent plein de choses, ce qui est normal parce que c'est le cœur d'un club. Mais à un moment donné, les gars, quand on revendique des choses, eh ben, on fait du ménage dans son cop. Vous allez pas me sortir que les mecs des COP, ils ne savent pas qui sont les gens, les personnes violentes dans les ultras. Ils le savent très bien. Et ben alors après, ne venez pas dire revendiquer de la liberté pour les ultras à droite et à gauche. Nous on veut ci, nous on veut là, on veut des bus pour les déplacements. Très bien, c'est normal, tout à fait normal. Mais après dire attendez, avec toutes les caméras qu'il y a dans le stade, maintenant c'est à la police de faire le ménage. Écoute, mon coco, si t'es un leader de COP Ultra, tu viens et tu vas voir la police, tu dis, lui, c'est un mec violent, il fout la merde à chaque fois où on se... Et voilà, point, c'est réglé. Je te rejoins, Jordan, mais là, à la limite, puisque le travail n'est pas fait, on aurait pu imaginer pour le bien de leur club que les présidents ou même que par rapport au ministère de l'Intérieur ou celui qui s'occupe de la sécurité du stade et de la ville puissent dire, à ce moment-là, on casse et on prend des sanctions exemplaires, c'est-à-dire que moi, quelqu'un qui casse, il est suspendu à vie. Et là, je pense que ça pourrait être une très bonne chose, mais on jette pas tous les ultras non plus. Non, mais après, c'est un autre débat. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un autre débat. C'est aussi la ferveur d'un club, comme tu le dis, et il y a aussi d'autres choses, comme l'a dit Jordan. Je pense qu'on aurait pu en faire un débat énorme avec l'état des pelouses. Je pense que, pardon, Chris, la conclusion, c'est oui, les Français commencent à regagner et il y aura plus de support. Oui, comme l'a dit Lorelai Taylor, très bien. C'était exactement ça. Il faut du spectacle, il faut du jeu. Il faut, comme toutes les équipes joueraient comme 3, ça serait extraordinaire. C'est un exemple phare, comme l'a dit Jordan. Tu regardes par exemple en Espagne, ils jouent super technique et tout le monde vient voir les matchs et c'est super. Donc voilà, tout simplement, ou sinon acheter Canal+ et regarder l'Angleterre et puis voilà, tout simplement. Bon, enfin c'est pas grave, ça c'est le football français en général. Je sais que quand on décrotte, c'est pas très beau derrière ce qu'il y a à voir, mais c'est la vérité. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de choses à parler sur ça. En tout cas, justement, on continue encore de parler du football français sur ce deuxième débat. Monaco doit-il être coûte que coûte en Ligue 1? Est-ce que la LFP et la FFF doit-elle lâcher du lest avec Monaco ou doit-elle les laisser faire? Alors là, c'est assez compliqué comme cette affaire. Je vous rappelle juste, chers auditeurs, que Monaco monte en Ligue 1. C'est sûr, c'est fait, sur les papiers c'est fait, mais concrètement, c'est pas encore signé. Dans les prochains jours, je sais plus exactement la date, il va y avoir une réunion avec le président de Monaco et la FFF et la LFP pour avoir une conciliation, parce que Monaco va porter plainte aussi contre la LFP et la FFF pour cette histoire de 200 millions d'euros qu'il faut payer ou qu'il faut pas payer pour être en Ligue 1, donc une sorte de pénalité, une sorte de coup près. Donc voilà, faut pas l'oublier ça. Deuxièmement, Monaco n'a pas de fiscalité, comme vous le savez quasiment tous, à moins que ceux qui sortent de leur grotte ne le savent pas. Il n'y a même pas la même fiscalité en France qu'à Monaco. Donc d'où est là le déséquilibre avec les autres clubs français. Donc ils demandent juste à avoir que Monaco a un siège en France pour qu'ils aient le même taux de fiscalité. Voilà en général ce qui se passe pour Monaco. Donc ça reste très compliqué et assez compliqué surtout pour Monaco parce que il y a ces transferts à faire prochainement qui vont arriver et là ils sont bloqués, ils peuvent pas les faire. Donc première question pour toi Jordan et on va se lancer là-dessus. N'hésitez pas mes chers chroniqueurs, vous pouvez chaîner juste après. Est-ce que Monaco a cet avantage de fiscalité, c'est sûr. Est-ce que cela est normal et pourquoi on se réveille que maintenant? C'est compliqué. Pareil, c'est vachement compliqué. Moi, sur le plan sportif, ils ont mérité leur montée, rien à dire. Après, sur le plan administratif, moi, ça m'emmerde un peu que des clubs ils puissent recruter comme ça à l'illimité, sans payer d'impôts, alors que des petits clubs se battent pour boucler leur budget. Ouais, moi, ça m'enquiquine un peu. C'est comme Bettencourt qui paye 5% d'impôts et toi, avec 1000 fois moins de salaire ou 100 000 fois moins de salaire, tu payes 10%. Voilà, c'est des choses qui j'arrive pas à comprendre, quoi. Mais après, la question est de savoir pourquoi on se réveille maintenant, quoi. Ouais, c'est la grande question, parce que il y a des années de ça, Monaco a toujours été cette haute fiscalité. Le foot français allait mieux peut-être, tout simplement, et que maintenant ça a eu tellement la merde et qu'ils auront tellement de sous et que on parle de Falcao 60 millions, on parle de TVS. Je veux dire, le propriétaire, il a largement les moyens de payer les impôts qu'on lui demande de payer, quoi. C'est pas le petit club qui va venir avec ses petits joueurs du centre de formation qui va essayer de lutter pour le maintien. Le mec, il arrive, il va mettre les sous pour
pour aller pour gagner le championnat, jouer la Champions League, et les mecs ils se disent s'il y a deux clubs à moyens illimités en France, moi je vais que jouer pour la pauvre troisième place où j'aurai 2 tours de merde à me taper pendant la Ligue des Champions et avoir les 20-25 millions. C'est pour ça qu'on réagit que maintenant, parce que à l'époque Monaco luttait pas forcément pour le titre tous les ans, alors que là ils vont lutter pour le titre tous les ans avec le PSG. Il restera que la troisième place pour avoir ce fameux chèque de 25 millions d'euros. Il y a aussi le pouvoir politique, on n'aime pas, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais son credo, certains sont pour, certains sont contre, c'est l'égalité. Donc il l'a fait pour l'amnistie fiscale, il l'a fait pour la taxation, pour le mariage pour tous, et maintenant il veut la fiscalité pour tous au niveau. Donc voilà, je pense que ça pousse aussi, faut pas non plus négliger ça. Alors c'est pour ça, pourquoi on le fait maintenant? Parce qu'il était pas là avant. On n'aime pas ce qu'il fait. Mais donc là, je pense que c'est un vaste débat. Le problème, c'est changer les règles du jeu. Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que Monaco, franchement, avec le peu de moyens qu'ils ont dans la billetterie, c'est franchement pas un problème d'argent pour Monaco. Là, franchement, je rêve là, je rêve vraiment. Alors là, franchement, il y a vraiment beaucoup de mauvaise foi de la part des Monégasques, énormément. D'accord. Donc t'es pas du tout d'accord. Ok. Ils nous prennent pour des cons. C'est-à-dire que, alors c'est une question de principe, mais venir parler d'argent à Monaco, je sais pas, c'est comme si le pape venait nous parler de manque d'abstinence. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement débile. Alors qu'ils ont cet argent. Ils auront pas de problème. Je crois que c'est ça aussi le problème. Ils veulent peut-être qu'on se cotise, je ne sais pas. On parle de Falcao, 60 millions, quoi. Je veux dire, apparemment, c'est signé, tu vois. Je veux dire, on parle pas du petit joueur de Ligue 2 qui monte en Ligue 1 et qui la découvre. On te parle de méga star, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas grave qu'ils achètent 60 millions, Oui. Les clubs, ils peuvent le faire, mais après, c'est la fiscalité 60 qui millions, c'est qu'ils ont les moyens, de le faire. Donc, ils ont les moyens de payer les impôts. Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde. S'ils ont pas la même fiscalité, c'est de la concurrence déloyale. C'est interdit en France, la concurrence déloyale. Le problème des clubs français 60 millions, il y en a pas beaucoup qui peuvent les mettre de nos jours. C'est pas les transferts des joueurs, c'est surtout les salaires. C'est surtout les salaires avec le DIC qui est plus là, avec la taxe des 75% qui arrive. C'est pas forcément les offres sur les transferts qui sont dures à assumer pour les clubs. Maintenant, c'est les salaires des joueurs. C'est extrêmement cher. Parce que Monaco, leur donner 100 000 euros à un joueur, pour eux, c'est banal. Il y en a même en Ligue 2, là, quand on parle, qui touchent 100 000 euros. Alors qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, qu'ils disent que c'est la taxe à 75% qui va être retoquée au Conseil constitutionnel et qui passera jamais, soit dit entre nous. Mais alors qu'ils le disent que c'est cette taxe-là qui est le problème et c'est pas leur maudit, parce que là, le problème, c'est que leur discours, il est vraiment incohérent et débile. Ouais, parce que tu sais très bien, quand t'as beaucoup d'argent, t'as pas envie de le payer, quoi. C'est tout. C'est comme ça, ils nous prennent pour des cons. Le Russe qui a acheté le club, je suis pas sûr à 100% qu'il soit russe, mais je crois. Si. Voilà. Et quand il a acheté il a pas acheté 60% des parts du club, si je me souviens bien. Mais lui, il a acheté le club en se disant, c'est la principauté de Monaco, j'aurais pas d'impôt à payer sur le salaire des joueurs étrangers. C'est aussi pour ça qu'il l'a acheté. Hein. Ouais, donc oui, c'est aussi pour la fiscalité. Ça change des 20% de taxes en Russie, c'est 20% de la taxe unique. Le problème, c'est que là-bas, tu payes les pensions de tes joueurs, alors qu'en France, t'as un système pour les payer. Le problème, c'est qu'ici, t'as les mutuelles qui peuvent, effectivement, et les assurances qui peuvent protéger un joueur qui est blessé. C'est pas le cas en Russie. Donc voilà. Et c'est effectivement un problème d'argent, mais c'est un problème surtout de radinerie plus que d'argent, parce que franchement, il en a pas des problèmes d'argent. Ouais, donc oui, non, mais c'est sûr qu'ils en ont pas des problèmes d'argent. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel? C'est cette sorte de c'est une concurrence déloyale, tout simplement. Moi, je suis un petit peu mesuré par rapport à ça, parce que je pense que même si on est tous d'accord pour dire qu'ils ont aucun problème d'argent, qu'ils pourraient facilement s'acquitter d'éventuels impôts ou charges sur leurs joueurs, avoir une fiscalité similaire à celle des autres clubs de Ligue 1. Faut pas oublier que l'accord qu'ils ont par rapport à la fiscalité sur les étrangers n'est pas un accord lié au football, c'est un accord d'État à État. Donc aujourd'hui, essayer de revenir dessus, je trouve que c'est un petit peu compliqué, quoi. Après, essayer de trouver des modalités pour qu'ils puissent se rapprocher, en tout cas ou en tout cas pas déséquilibrer totalement les autres clubs à ce niveau-là, pourquoi pas. Maintenant, les faire revenir comme on essaye de le faire au même régime que les autres clubs, moi je trouve pas ça juste aussi, quoi, parce que je me dis que ça a toujours fonctionné comme ça. Monsieur Rigolovier, là à l'ASL, ils étaient en Ligue 2 cette saison et on n'a pas fait autant de bruit, quoi. Tout à fait. Alors certes, il pouvait pas acheter, il n'aurait pas eu Falcao en Ligue 2 par exemple, mais s'il avait voulu creuser le fossé avec des grands joueurs,
il aurait pu le creuser davantage cette saison en Ligue 2 que la saison prochaine en Ligue 1. Quoi. Il va avoir une grande équipe, le PSG aussi a une grande équipe. Je vois certains clubs ce qui est légitime, hein, penser aussi eux, à leur avenir, à se dire que si la logique en tout cas financière est respectée sur le terrain, ce qui n'est pas dit, parce que c'est pas avec l'argent qu'on achète les titres, enfin qu'on gagne des titres, ils auront plus que cette troisième place pour espérer la Champions League. Mais bon, à l'époque, qu'est-ce qui se passait quand Lyon marchait sur le championnat de France? Ils allaient acheter les grands joueurs chez les concurrents. Ouais, pour affaiblir les concurrents. Eux étaient tellement pris à la gorge que concrètement, ils étaient contents de prendre un chèque et de laisser partir leurs joueurs. Ils étaient surévalués. Lyon surévaluait non, Chris, tu te trompes parce que Jean-Michel Aulas négociait très très bien les prix et arrivait à avoir des prix pas au rabais, mais négociait bien. Il y en a quelques. Oui, après 1 million, on était content à Lille. Hein. Oui, mais ça a fait du bien au foot français malgré tout. C'est vrai. Ah non, mais au contraire, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai aucun problème par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand il avait cette hégémonie qui, même si ça faisait du bien sur le plan financier aux autres clubs français, parce que prendre un chèque, c'est toujours très intéressant, sportivement, tous ces clubs n'arrivaient pas forcément à suivre. Et lui, il a pu mettre un pied sur la Ligue 1 pendant presque 10 ans. Donc aujourd'hui, je veux bien qu'on me parle d'éventuels problèmes d'autres, mais moi je trouverais pas ça juste qu'on ramène Monaco au même régime que les autres, quoi. Déjà, attendons, ils vont faire une grande équipe, mais qui nous dit qu'ils seront dans pour quelle raison les deux, qu'ils seront dans les trois? Niveau que les autres. Mais parce que c'est un accord d'État à État. Donc à ce moment-là, si on remet en cause, c'est ce que j'allais y venir. Si on remet en cause la fiscalité par rapport au club de l'AS Monaco, il faut remettre en cause la fiscalité pour l'ensemble des étrangers vivant à Monaco. Donc on parle de tous les sportifs, on parle de même d'autres étrangers qui sont amenés à vivre à Monaco. Mais c'est un problème de Monaco, ça, c'est le problème de Monaco, Jean-Mi, c'est pas le problème de la Ligue 1. Oui, mais je suis d'accord, mais alors pourquoi l'État a été d'accord pour signer cet accord? C'est que forcément ils ont trouvé parce que c'est un État d'amateur, c'est tout. Mais je pense que c'est pas autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce débat-là, on l'a déjà eu à l'époque, quand Monaco va en finale de Champions League. Vous pouvez me rappeler qui est l'avancement de l'AS Monaco? Fernando Morientes. On va chercher où? Au Real Madrid. Même dans d'abord, je pense que plus fou, on l'aurait jamais eu. Et pourquoi on l'a? Parce que Fernando, il est pas dingue. Il sait très bien qu'il va venir en plus du soleil, ne pas payer un centime d'impôt. Oui, après les gens ils disent Monaco, le club français en finale de Ligue des Champions, tu sais, les faux culs. Non mais après juste sur l'état du monde, l'État, je veux dire, l'État, si tu parles dans le sens du haut de l'État, ils s'en foutent complètement du foot et malheureusement d'ailleurs. Et ils s'en foutent, pour eux c'est l'égalité. Ce qui se passe c'est à la Fédération française. Et si un mec qui écoute notre émission des responsables de la fédération, il doit être content parce que franchement pour le moment on les a pas encore égratignés, on les a épargnés. J'allais y venir, Chris. Vas-y, parce que franchement il y a aussi des choses à dire parce que là franchement le plan de com d'essayer de gagner légitimité qu'ils ont pas parce qu'ils sont complètement amateurs depuis des années et que c'est l'une des pires fédérations de l'histoire du football de tous les temps, de tous les pays du monde. Alors là, franchement, et essayer de gagner cette légitimité en aboyant sur un club et en disant, voyez, on monte les biceps, voyez, bon, ils ont un petit truc pour faire. C'était super mal fait d'ailleurs, hein. Leur histoire de 200 millions et tout, c'était vraiment justement, John, ça donnait une super mauvaise image, quoi. Je vais revenir dessus. Je vais interroger Laurent. On n'a rien compris en plus, hein. On n'a rien compris, hein, parce que où va l'argent? J'en sais rien. On sait rien. Donc, dans la poche. Ouais, je pense. C'est un hasard si on n'a pas compris d'ailleurs. Ouais, oui, je pense aussi. Et Lauriane, qu'est-ce que toi t'en penses justement des 200 millions d'euros? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et aussi, la LFP doit-elle laisser passer aussi Monaco parce que faut trouver aussi une sorte de concurrence un peu au PSG qui pourrait ramener aussi des bons joueurs aussi à la Ligue 1 et pourrait rehausser le niveau de la Ligue 1. Donc je te pose deux questions, les 200 millions d'euros qu'a proposé la LFP et la LFFF et enfin cet arrangement et le reste en fait au niveau de la concurrence, la Ligue 1 est-ce que la Ligue 1 a besoin de Monaco? Oui, totalement. Pour moi, la Ligue 1 a besoin de Monaco, tout autant que Monaco a besoin de la Ligue 1, parce que dans ces cas-là, on fait un championnat monégasque avec une seule équipe qui gagne chaque année. Ça sert à rien. Voilà. Tu veux qu'ils se rattachent au championnat italien, ça va être très compliqué aussi. Donc non, ils
ils sont liés au championnat français depuis, je crois, 1919, 1920, je sais plus, mais c'est un truc comme ça. La question qui se posait, c'est pourquoi ils se réveillent tous maintenant et demandent à ce que voilà, la fiscalité soit française. Après tant d'années, ça va bientôt faire un siècle, mais le fait étant, Monaco est indispensable à la Ligue 1 pour pouvoir remonter le niveau. Parce que sinon, on va avoir droit à une hégémonie parisienne pendant un bon nombre d'années si ça continue. Et il y aura peu de personnes. Et pardon. Mais ça c'est une conséquence. Je veux dire, oui, mais c'est très intéressant. Mais je veux dire, c'est très intéressant. Mais ça c'est une conséquence. Oui, non, mais pour moi, pour plein de raisons, Monaco est indispensable à la Ligue 1. Bon, pour plein, il y a plein de points, à développer. Mais tout autant, Monaco a besoin d'être en Ligue 1. C'est pour ça que je sais qu'ils vont trouver un arrangement. Maintenant, on va dire, il est louche, on dirait un dessous de table qui aurait dû passer sous couvert, qui en fait a été dévoilé, on sait pas trop ce que c'est, et c'est super louche, il se renvoie la balle, d'un côté on dit que c'est Monaco qui l'a proposé, de l'autre on dit que c'est la FFF, je crois, ou j'ai oublié. On fera un petit point dessous de table juste après avec non, mais Lorelai. c'est un symbole, c'est que le pouvoir politique en France est en train de comprendre que la justice c'est leur rêve, ils ont tenté de le faire, le problème c'est que ça marche pas, ça n'existe pas. La justice totale n'existe pas, et à un moment donné, ils sont obligés de trouver des petites astuces. Lorelai, je sais pas ce que t'as pensé. Moi, franchement, on l'a pas dit, mais le chantage parce que tu l'as évoqué, le chantage des dirigeants de Monaco, ouais, mais nous, on va aller voir en Italie. Tu vois les 20 clubs de Serie A dire, OK, Monaco, vous pouvez venir avec votre système fiscal propre à vous, on va changer les règles chez nous et on vous accueille les bras ouverts. Mais attends, ils vont leur foutre des doigts d'honneur, hein. Faut vraiment même plus que ça, il faut savoir. Vous en pensez quoi de gens qui parlent, comme quoi, oui, Monaco devrait, par exemple, avoir un accord, ils gardent leur fiscalité, mais ils ont maximum 6 ou 7 joueurs étrangers, ils sont obligés d'acheter en France, de former des joueurs français, etc. C'est ce qu'on entend. Mais former des joueurs français, ils le font depuis des années. Oui, mais justement, ils s'en servent comme, certains médias. Ils s'en servent comme ils ont formé des Thierry Henry et des petits qui sont champions du monde, ils devraient garder leur fiscalité. La Ligue des Champions je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pense qu'il faut pas leur obliger à recruter en France, parce que sinon, qui c'est qui va recruter en France? Monaco et Paris. Mais non, qu'on laisse Paris et Monaco recruter à l'international les grands joueurs. Comme ça, les clubs moyens de Ligue 1 française vont prendre par exemple Marseille, par exemple Lille, par exemple Saint-Étienne, ils vont prendre les meilleurs joueurs français. Et puis automatiquement, ça va élever le niveau de la Ligue 1. Faut que les clubs avec les gros moyens prennent les gros joueurs. À moins que les meilleurs joueurs Ligue 1 se tirent à l'étranger, comme ça c'est vu cette année aussi, Jordan. Il peut y avoir ça aussi. Ça, franchement, mais eux, ils sont teubés, c'est pas pareil. Cette histoire que Monaco devrait avoir des charges et des responsabilités en plus pour compenser le fait qu'ils ont moins de taxes à payer. Ça, franchement, c'est du débile profond, parce que là, en plus, il y a beaucoup de gens qui proposent ça comme. Mais ça, c'est du débile profond, comme intermédiaire, comme arrangement, quoi. C'est-à-dire que la théorie même du fait que parce que l'idée de tout ça, c'est d'avoir une certaine égalité. Elle tombe à l'eau puisque c'est inégal contre Monaco, ces mesures-là. Donc là, franchement, c'est débile. Justement, mais il faut jeter ça à la poubelle. Qu'est-ce que tu pourrais proposer, Chris, si t'as une solution comme ça qui te vient à l'idée? Écoute, Monaco doit jouer le jeu. Monaco doit jouer le jeu. Peut-être qu'on peut essayer effectivement de faire au rabais pour d'autres clubs, d'essayer d'avoir je dirais des compensations, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut changer les règles à ce moment-là pour tout le monde. Mais ça doit se faire de toute façon en interne et pas avec une communication comme la Fédération française nous montre de manière complètement grotesque et amateur, une nouvelle fois d'ailleurs, j'ai envie de dire. Tel que ça se fait là, pardon. Et puis Monaco devra à un moment donné aussi, au bout du bout, quand on aura tendu la main, mais encore une fois avec les règles qui sont les mêmes pour tout le monde, quand on aura tendu la main, ils devront signer, parce que ils pourront pas faire une ligue de Monaco, et de toute façon, leur menace italienne ne tient pas debout. Les 20 clubs de Serie A vont leur cracher à la gueule en leur disant, vous rêvez si vous pensez que vous allez venir ici avec des règles différentes. Ça, là, il faut bien, je sais pas s'il y en a un qui pense différemment, mais là, on est dans le domaine du rêve, hein. C'est complètement. Moi, j'ai de la peine à m'y faire aussi, mais moi, j'ai de la peine aussi à voir, vu comment c'est passé, je pense que Monaco peut passer en force, ce qui permettra l'arrivée de Monaco obligé en Ligue 1, parce que moi je les vois pas partir du tout en Italie, parce que s'ils repartent en Italie, donc il y a eu cette chose-là qui a été dit dans les médias, et s'ils repartent en Italie, si ça se fait, ils arriveront en série B.
Donc c'est-à-dire qu'ils recommenceront encore d'en bas, donc automatiquement. Même pas en série B, en dessous encore. Bah moi j'ai entendu série directement. Bah, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent directement en série B? Ils feront jamais non plus. Je veux dire, parce que là, le mec qui est en série B et qui se fait dégager en nationale italienne parce que Monaco arrive comme un grand seigneur, je peux t'assurer que ça va pas se passer comme ça. Non mais ça passera pas, c'est sûr. Il faudra au minimum, c'est-à-dire que si ça se fait, il faudra au minimum un an de transition pour dire. Et de toute façon, vous imaginez, mais parce que ça pourrait se faire, mais il faudrait un an, par exemple, et on dirait au club de série B, il y a un descendant en plus cette année-ci. Déjà, ils vont pas être contents, mais voilà, et on peut pas changer les règles du jeu. C'est-à-dire que les clubs qui se sont sauvés en série B, on peut pas en piocher un au hasard, ou même le dernier qui s'était sauvé, lui dire bon, finalement, tu descends. Ça ne se fera pas non plus. Jordan, vous pensez vraiment que l'État français va se priver d'un club comme Monaco avec l'argent qu'ils ont en Ligue 1? Ils vont trouver un accord. Ils vont s'en mettre tous plein les poches ou. Ouais, voilà, malheureusement. Il faut trouver un accord par le bas, quoi. C'est pas bien pour la Ligue 1 non plus que Monaco n'y soit pas, quoi. Pour l'instant, il y a vraiment aucun accord. Ça fout la merde, ça va être bien tout ça. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, hein. Je le répète, il y a toujours pas d'accord dès qu'il a été fait. Mais ils vont finir par en trouver un, tu le sais bien. Oui, c'est sûr. Jordan, qu'est-ce que toi t'en penses justement de cette comment a géré la LFP et la FFF cette situation? Qu'est-ce que toi t'en penses de ces dirigeants qui dirigent actuellement le football français? Vu comment c'est parti, ça va être encore complexe encore cette histoire. Ah non, mais me lance pas quoi. Ah bah si, je suis obligé. Non, pour faire court, sur le fond, ils ont pas spécialement de tort. Après, il faut de l'équité, mais sur la forme, qu'est-ce que c'est nul. C'est comme si toi, t'allais voir une professionnelle du sexe et tu lui donnais 200 €, quoi. C'est n'importe quoi. En plus, on parle quand même de la Fédération française de football, pas d'une autre fédération, quoi. C'est assez connu en France. Puis t'apprends dans la presse qu'ils proposent 200 millions à payer, sinon Monaco peut pas jouer. Mais tu m'étonnes que Monaco, ils aient fait un communiqué. Et maintenant, ils ont bon dos, Monaco, maintenant, comme on dit. Bah oui, maintenant, ils sont un peu... Ils sont en position de force, maintenant, par rapport à l'opinion publique, tu vois. Donc, la connerie, c'est les 200 millions d'euros. Vous avez entendu ce que le président de Bordeaux a dit? Tu dis, ils acceptent ou ils partent, c'est tout. Et tu commences pas avec cette histoire de 200 millions d'euros qui n'a ni queue ni tête, mais là, franchement, c'est de se foutre encore de la gueule du monde. Vas-y, John. Oui, vas-y, John. Le président de Bordeaux a proposé que tous les clubs fassent un boycott de Monaco et que donc ils se retrouvent avec que des matchs forfaits, donc c'est-à-dire 114 points, 114 buts et 0 prix. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est... Et non, mais John, le problème, c'est que s'il continue comme ça, Monaco, j'allais dire Monaco, ils vont se mettre à dos tous les autres clubs de la Ligue 1 aussi, hein, parce qu'à un moment donné, je veux dire, attends. Non mais c'est affolant quoi. Jean-Michel, toi qu'est-ce que t'en penses? On t'entendait plus, John, ça a coupé 30 secondes. Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses? T'as entendu tout à l'heure justement sur Monaco et pour quasiment finir ce débat. Hein. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces dirigeants qui essayent de négocier des trucs à 200 millions d'euros, qui passent pas sous la table ou pas sous la table. Enfin voilà. Est-ce que t'as des infos là-dessus ou pas? Et puis en l'occurrence qui disait qui passe pas, dans l'occurrence pour ça passe pas. Parce que autant d'argent tu peux avoir, comme le disait Jordan, ils ont été très mauvais sur la com parce que aujourd'hui, alors que je pense que Monaco devait se demander au départ comment ils allaient faire pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, en tout cas, ils ont moins une partie de l'opinion publique avec eux parce que quand tu vois ce chiffre de 200 millions d'euros, déjà, on aimerait bien comprendre pourquoi. Pourquoi 200, pourquoi pas 500, pourquoi pas 20 €, pourquoi, le chiffre, moi, il faut me l'expliquer. Et puis, du côté de l'AS Monaco, que ça soit le cas ou pas, tu pourrais te dire, mais, concrètement, ils veulent nous raqueter, quoi. Donc, ils ont fait ce communiqué, ils ont réussi, mais je pense qu'au final, on aura fait encore une fois beaucoup de bruit pour pas grand chose, parce que ils vont trouver une solution, alors bonne ou pas bonne, mais on retrouvera l'AS Monaco en Ligue 1 et ça fera peut-être aboyer quelques clubs, quelques mois, et puis ça rentrera dans l'ordre, il n'y aura pas de problème. Non, mais Jean-Michel, Monaco, c'est bien qu'ils paieront jamais 200 millions d'euros. Ce qui est assez qu'ils font un bras de fer depuis quelques semaines, quelques mois. Et ce qui s'est passé, c'est que Monaco s'est dit ça, c'est un superbe argument. C'est-à-dire que, à cause de l'incompétence des amateurs de la Fédération française de tennis, Monaco s'est fait passer dans le dossier pour une victime, avec cette histoire mais ce que je veux dire, c'est que il aurait été plus sage. Pourtant, c'est étonnant, parce que tous ces gens-là qui dirigent nos instances devraient être sages. Et puis même, ils auraient pu se contenter juste de dire, nous, pour trouver un accord, en bref, on a besoin d'une compensation financière. Tu lances pas de chiffres, et ensuite tu vois. Là, lancer ces chiffres, mais tout le monde s'est dit, mais pourquoi ces chiffres-là? Surtout, tu expliques comment les fonds, quoi. Oui. Voilà, et puis le fait que
Monaco balance après son communiqué derrière, les gens disent mais quoi, ils voulaient faire quoi, c'est 200 millions, ça devait passer en dessous de la table, ça devait aller pour qui? Est-ce que c'est Ils se sont basés sur quoi aussi? Les 200 millions se sont basés sur quoi aussi? Ça correspond à peu près à ce que le Paris Saint-Germain a dépensé en transfert, salaire compris, brut et net depuis un an. Mais nous, c'est immense. Mais c'est immense parce ça leur a coûté beaucoup d'argent. Oui, non, mais c'est ce qu'ils ont pris sur la taxe, parce que c'est ça, hein, ils doivent payer sur la taxe. C'est bizarre, c'est trop complexe cette chose. Ils sont basés sur rien. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas les règles du jeu, ils devraient soi-disant payer 200 millions. C'est ça l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'ils leur disent, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, s'ils jouent pas le jeu, ils paieront une sorte d'amende de 200 millions d'euros. C'est aberrant et ridicule. Personne n'y croit surtout. Ouais, purée, LFP va avoir de l'argent derrière. J'espère qu'ils vont mettre tout ça dans la DTN ou des trucs intéressants pour qu'on puisse évoluer le jeu. Exactement. Le jeu payer la online, technologie de Platini, peut-être. Qu'ils mettent 1 ou 2 millions sur les pelouses, déjà, ce serait pas mal. Ouais, ou si, Platini, il en est plus à 1 million près, il a foutu ça dans sa poche, en catimini, hein. Il en est plus à 1 million près, le garçon. Ah non, mais là, c'est assez tendu. En tout cas, on va essayer de suivre ça. Moi, il y aura un sentiment patriotique. Platini, il a volé de l'argent aux Russes et aux Qataris. Là, il volera de l'argent français. C'est bien. Ouais, il va continuer. Oh, t'es méchant, Brice. T'es méchant, Chris veut dire. T'es méchant. Brice, quelques réactions Twitter pour finir, parce que je les ai un peu oubliées tout à l'heure. Excusez-moi, mes tweetos. Quelques réactions tweetos sur Monaco. Vas-y, on t'écoute. Oui, ça allait plus ou moins dans le sens de votre débat. Après, il y avait un tweetos qui disait, et à juste raison, que le risque justement de voir Monaco rester à Monaco, avec le siège social à Monaco, c'est-à-dire que les clubs français pourraient faire pareil, et donc avoir par exemple le PSG qui a le siège social basé par exemple aux îles Caïmans et jouer le championnat en France. C'est-à-dire, pour les déplacements, ça va être marrant ça. Et en fait, ils ont refusé à Evian Tonon de jouer à Annecy parce que c'était pas en France aussi. C'était marrant ça. Ouais. Non, mais en fait, au niveau du droit, tu peux avoir la direction générale peut être basée, par exemple, sur un paradis fiscal, mais ton club, tes joueurs s'entraînent dans la ville, par exemple à Paris. Hein. Donc, c'est tout à fait possible. Oui. Ils ont changé la règle il y a pas longtemps, exprès pour Monaco d'ailleurs. Donc ça a changé parce que ça c'était super intéressant. Comme ça, si ça se faisait, il y a carrément une règle maintenant qui est pour dire que si tu veux jouer dans un championnat professionnel en France, t'es obligé d'avoir ton siège social en France. C'est une nouvelle règle exprès faite pour Monaco. D'accord. Ça pose un autre souci propre à la France et pas qu'au sport, c'est que effectivement, faut pas lancer le débat là-dessus, mais la volonté, la volonté d'égalité totale. Est-ce que c'est possible de faire ça en 5 ans? Ça me paraît complètement impossible. C'est des dossiers tellement complexes surtout. Enfin, je veux dire, surtout on va pas le lancer. En plus, le lancer quasiment à la fin de la saison et le dire que maintenant. L'égalité totale, Chris. Ouais, ça flingue tout et surtout pour le recrutement de Monaco qui va suivre derrière et là ça reste compliqué. Comme l'a dit John tout à l'heure, dans la presse, on parle beaucoup de notre ami Falcao qui va peut-être signer, mais point de vue de ce qui se passe à Monaco, ne signerait peut-être pas. Je sais, c'est presque fait. Hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi. Donc il y a Tevez ça par contre, j'ai lu dans la presse, il y a Tevez qui suit. Ouais, il y a Tevez qui suivrait aussi. Bon, ça reste compliqué. Écoutez. Messieurs, on va se mettre un petit jingle et on se retrouve tout juste après pour les pronostics. Allez, on écoute ça. Le Fayot. Le Fayot. T'as vu l'état de leur pelouse au Portugal? Le Fayot. Lorelai parece un tigre pero bajo su piel tiene un gran corazón. Le Fayot. Alors, juste un petit truc, messieurs. Vous pouvez envoyer l'argent à Lorelai pour la personne qui fait ce clip. Il a besoin d'argent. Voilà. Et pour acheter ses disques. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. T'as vu l'état de leur pelouse au Portugal, il va bientôt dépasser le non mais allô quoi. Ah non mais oui, c'est exactement ça. C'est en train de faire le buzz là sur internet. Écoutez messieurs, je vais ce soir je le mets sur YouTube et ça sera le jingle de Lorelai. C'est fait, je vais faire quelques photos, je vais faire des trucs bien, vous allez voir ça. Oh putain de merde. Vous pourrez le retweeter. Fallait pas me demander du jingle Lorelai, tu le sais maintenant. Allez, on est parti sur les pronostics de cette émission avec notre invité de ce soir, Jean-Noël Galtier, toujours présent en tout cas. Merci encore à lui. Je le remercierai à la fin de l'émission, mais je le remercie tout de suite. Allez, premier pronostic. Nice-Lyon. Pour toi, ton pronostic, Jordan, en championnat cette avant-dernière journée. Nul.
Voilà, nul, carrément. Ok, ça marche. Lyon qui a perdu sur son terrain, je le rappelle. J'étais le plus heureux, même au taf, j'ai pu vanner un petit peu mes collègues qui sont lyonnais. Donc j'étais content. Jean-Michel Badiane. Nul. Nul. Très bien. John, il est parti voir son match. Non, je suis là. Je regarde le match en même temps. Oui. Ce sera pour moi Nice parce que je veux que Lyon perde en fait. D'accord, ok. Toi, on sait que t'es contre l'As. Lorelai. Écoute, ça va être un match compliqué. Non, pas du tout. Je vais essayer d'être objective, donc c'est pas forcément dit. Non, ça va être un match compliqué. Nice s'est rétamé la semaine dernière, Lyon aussi, mais Nice sacrément contre Evian. Je pense qu'ils vont avoir à cœur au moins de donner ces derniers matchs au Stade du Ré avant qu'on ferme boutique. Une victoire serait trop belle, mais je dirais un nul quand même, pour l'honneur. Nul pour l'honneur, ok. Je rappellerai juste après le classement, en fait, parce qu'il y a classement, bien sûr, sur Facebook, vous pourrez nous suivre. Je vous le dirai juste après. Chris, ton pronostic? Pour les raisons de mes formes, notées et soulignées avec brio par ma consoeur qui m'a devancé, à savoir Lorelai, j'aurais également pronostiqué un match nul. Mais, comme je suis un casse-couille et que personne n'a pronostiqué la victoire de Lyon, je vais me lancer dans l'aventure et pronostiquer. Je n'y crois pas, mais sur un malentendu, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Et Brice et nos tweetos qui pourraient réagir justement là-dessus, vas-y. Et pour les deux, ce sera Lyon. Ah, pour les deux, ça sera Lyon. Waouh. Déjà, on a des Lyonnais qui nous écoutent ce soir. Ouais, tu vois, tu te sens moins seul. Et puis, pour moi, pour ma part, pour finir là-dessus, je vais pronostiquer, Nice gagnant, parce qu'ils se sont pris une bonne décolletée, mais chez eux, je pense qu'ils vont faire mal. Je vous rappelle juste, mes chers tweetos, que vous pouvez suivre justement le classement, de ces pronostics qui sont en pourcentage. Le premier, c'est notre ami John. Le deuxième, c'est notre ami Chris le Belge. Et le troisième, c'est Thomas, qui n'est pas là ce soir. T'as vu comment on représente Chris, t'as vu? Les deux sont Et pourtant, je fais des pronos de kamikaze, comme vous avez pu le constater quelquefois. Et oui, mais faut le suivre. En tout cas, ça m'a payé. Et ça marche. Donc vous pouvez suivre tout ça sur. Ça m'a plus coûté que rapporté. Non, ça non. Ça, on verra ce week-end. En tout cas, vous pouvez suivre ça sur Facebook et sur Twitter, bien sûr, sur le groupe de Quand on aime le foot, on parle foot. Allez, deuxième pronostic. Saint-Étienne, Marseille. Donc Jordan Galtier, Galtier, je vous dirai pas pourquoi. Et pour toi, ton pronostic, Jordan? Saint-Étienne. Et tu lui demandes encore? Non, mais l'OM, ils sont assurés d'être second. Saint-Étienne, ils ont besoin de 5 victoires. Je pense que, voilà, après, je sais pas, mais bon, je pense que Saint-Étienne, ils vont gagner par un petit score. 1-0. Et avec le retour des Ultras, si je me trompe pas. Je crois qu'ils seront de retour au stade. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai vu quelques. Ah, tu y seras. Bah voilà. Bah écoute. Moi, j'ai vu sur internet qu'ils voulaient pas. Qu'ils voulaient pas. Ah d'accord. J'avais entendu. Je crois qu'ils étaient revenus. Jean-Michel. Saint-Étienne, forcément. Saint-Étienne. Ah oui. Alors, faut expliquer aussi quelque chose aux tweetos qui nous suivent pas pendant toute l'émission. Pourquoi? Parce que Jean-Michel veut que Saint-Étienne soit troisième. Pour l'instant, c'est toujours faisable, mais c'est sacrément dur, Jean-Michel. C'est pas un peu dur pour toi en ce moment-là? C'est compliqué, mais bon, je suis obligé de jouer le tout pour le tout, donc je suis obligé de dire Saint-Étienne. Parce que c'est ça, Jean-Mi, c'est ça. Justement, Jean-Michel a pronostiqué Saint-Étienne le week-end dernier. Ça n'a pas marché. Donc, Jean-Michel est obstiné. Et si Saint-Étienne est sur le classement à la fin de la saison, c'est troisième, je ferai un jingle aussi pour Jean-Michel s'il faut, hein. Exprès pour Saint-Étienne, hein. Je mettrai toutes ses répliques sur Saint-Étienne s'il faut, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais bon, s'ils sont pas, je ne dirai rien. John, ton pronostic? Oui. Ton pronostic de Saint-Étienne-Marseille. Match nul. 0-0, bien dégueulasse. Il est méchant. Lolo. Écoute, là aussi, c'est un truc super compliqué pour moi. Je vais dire match nul aussi. Match nul, ouais, ça tire. Ouais. Est-ce que je peux changer que maintenant que Lorelai a mis bien sûr. Les pronostics sont pas encore validés. Non, je rigole. Ok, on laisse nul. Ok, pas de souci. Chris. Ouais. J'aurais bien voulu faire chier encore mon monde, mais bon, malgré tout, là, je sens vraiment très très fort le match nul, donc voilà. Très très fort le match nul. Purée, il y a beaucoup de matchs nuls cette semaine. Pourtant, les derniers week-ends, c'est-à-dire que des matchs nuls. Moi, je pense que Marseille, effectivement, avec la confiance, etc. Mais je pense que voilà, la part de motivation. Maintenant, faut pas oublier que ça peut paralyser aussi, hein. C'est vrai. C'est-à-dire qu'une équipe libérée peut être paralysée. Pour ça que je suis quand même. Ce serait plus un tendance N2, mais enfin, je vais quand même mettre match nul. Très bien. Brice et les Tweetos. Tweetos, il mettait un match nul.
Ok. Et moi, je vais aller Saint-Étienne. Saint-Étienne, ok, notre ami René, qui est en deuil actuellement, Brice. Moi, ils se souviennent que le foot c'est à 11, les Rennais. Ouais, non mais ils ont trop de peine. En fait, le remplaçant d'Ancelotti, on sait toujours pas? Non, toujours pas. D'accord. On demandera à Jean-Michel s'il a des infos là-dessus. Pour l'instant, il en a toujours pas, je crois. À moins qu'il ait revu qu'on me boirait dernièrement, je sais pas. Pour ma part, moi, je vais mettre la SSE. Parce que il y a Jordan ce soir, mais non, mais je les vois bien gagner aussi, c'est vrai. Allez, dernier pronostic. Sur Ancelotti, je ne crois pas une seule seconde qu'il aurait rencontré les dirigeants du Real Madrid juste pour faire la bise ou. Mais je finis ma phrase, Chris, juste pour faire la bise ou juste pour bouffer un goût. Oui, d'accord. Il y a quand même un truc derrière. Il y a la une de As qui l'annonce au Real dans les 24 heures. Ah là, oui, d'accord. Oui, non, mais annoncé. C'est pas super crédible comme média, mais bon. Oui, non, mais il y a beaucoup de médias qui sont en train de tomber justement en disant il y aurait peut-être une déclaration soit ce soir, soit demain d'Ancelotti. Donc ça reste assez compliqué. On verra ça. On en fera peut-être un débat, j'en sais rien. Allez, 3 derniers pronostics. On va finir là-dessus. Chelsea-Everton. On va aller en première ligue où ça va jouer sévère, en sachant qu'Everton, ça sera le dernier match, si je me trompe pas, de notre ami David Moyes. Voilà, qui va jouer. Donc ça va être un peu compliqué. Pour toi, ton pronostic, Jordan? Alors, je suis vraiment pas un expert de la première ligue, mais je vais dire, je prends un petit risque sur ce match, Everton. Allez, Everton pour finir sur une bonne lancée pour l'entraîneur. Jean-Michel. Chelsea, waouh, ok, d'accord, ça marche. À domicile, je vous rappelle, bien sûr. J'ai envie de parler de la finale d'Europa League qui est jeudi ou demain, et que Chelsea a un nombre incalculable de blessés, Hazard, Terry, ils sont vraiment dans la merde. Hazard qui était leur meilleur joueur depuis un mois. Quand exact, même. Exact. Tu veux changer, Jean-Michel, c'est bon ou pas? Non, je disais juste que par rapport à la finale d'Europa League, le fait de ne pas avoir Hazard est quand même plus cher cette saison que John Terry, quoi. C'est pas faux. C'est vrai qu'Hazard apportait beaucoup. C'est surtout la forme du moment, je pense, parce que bon, voilà, il a eu des périodes d'absence pas par moment, mais c'est vrai que depuis un mois, il est monstrueux, Hazard. C'est vrai. Allez, pronostic de John, justement notre. Moi, ce serait Everton, c'est plus par souhait, parce que si Arsenal gagne son autre match, on finit 3e. Ça fait chier, en sachant qu'il est bien sûr, je vous le rappelle, donc, ce sera pour Everton le dernier match de David Moyes, qui a eu un super bel hommage aussi dimanche, et qui part à United. Très grand coach, vous verrez. On verra ça. Donc justement, comme je le dis, c'est un supporter d'Arsenal, mon ami John. Lorelai, ton pronostic? Je vais pas faire plaisir à John, mais je vais dire Chelsea. Chelsea, ok. C'est vrai qu'il faut être lucide. Je vous rappelle qu'il y a le classement. Chris. Je vois match nul. Chelsea va mener et va encaisser un but dans les arrêts de jeu. C'est un peu comme ce qui s'est passé contre Tottenham, je crois. Il y a le compatriote de Chris, Biralas, qui est en super forme aussi. Il est chouboulette, Biralas. Il est énorme. Il a fait un match. Miralas a fait un match monstrueux. D'ailleurs, c'est lui qui a fait gagner Everton le week-end dernier. Le remplaçant un peu d'Hazard, non? Ouais, c'est un des remplaçants d'Hazard avec Dries Mertens, ouais. Donc c'est lui ou Mertens qui va remplacer Hazard chez les Diables si Hazard reste blessé, ouais. Pourquoi pas. Allez, Brice, ton pronostic et des pronostics des Twittos. Moi, je vais dire match nul. Ok. Et Twitter dit Chelsea. Chelsea à fond. Et pour ma part, moi je vais dire Chelsea, moi aussi même je supporte en première ligue Arsenal, mais j'ai Chelsea, franchement faut être cohérent, j'ai peur que Everton ça ne marche pas. Allez, messieurs mes chroniqueurs, et mademoiselle Lorelai, merci à vous tous. On finit l'émission, c'est la fin, avec un peu de retard, comme tous les soirs, j'ai envie de dire, il y a pas de souci. Donc on a toujours pas d'infos, Jean-Michel, sur Ancelotti. T'as reçu aucun SMS, aucun appel sur ça. Il y a Comboiré. Non, avec le problème de connexion aujourd'hui, je pense qu'il a dû essayer de me joindre, mais j'ai pas le message, quoi. C'est Santini qui va reprendre le PSG, non? Comment? C'est Santini qui va reprendre le PSG, non? Non, ça sera juste le rire de Jean-Michel, ça sera la réponse, tout simplement. Parce que et Chris, moi j'avais un truc à dire juste pour rester au niveau du foot. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai pu mettre sur ça pourrait être un débat intéressant pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que j'ai pu mettre sur le dos de Miralas pendant des années? Et depuis 2 ans, il est juste monstrueux avec l'Olympiakos, et cette année avec Everton, il est énormissime, et en plus il a été blessé très longtemps. Et un débat pour dire que vraiment,
il m'apprend Miralas qu'il faut jamais enterrer des joueurs parce que vraiment je lui ai mis, mais qu'est-ce que j'ai pu lui mettre sur le dos pendant des années. Et heureusement que t'as dit sur le dos. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu lui taper dessus, quoi. Et comme quoi, non, mais c'est intéressant et c'est vraiment comme quoi il faut jamais. Il y a peut-être aussi un lien par rapport à la Ligue 1. On avait pu enterrer ce joueur-là en général, on enterre trop vite certains joueurs, j'ai l'impression. Ouais, mais il avait peut-être pas la mentalité nécessaire au bon moment. Voilà. Non, mais c'est intéressant d'avoir un débat là-dessus, je trouve. On fera un point Miralas la semaine prochaine. On verra où qu'il en sera, ou s'il est blessé ou pas avec notre ami Chris, le Belge. Il a mangé des frites. Pas propre à Miralas, mais c'était. Non, mais je sais bien, je rigole. Il y a pas de souci là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que moi je l'ai beaucoup critiqué en tout cas quand il était en France. Messieurs, merci à vous tous, mais un grand merci à Jordan Galtier qui était là ce soir. Merci à toi encore d'être là dans l'émission. Je sais plus combien t'en as fait d'émissions. T'as dû en faire au moins 5 de Quand on aime le foot, on parle foot. Merci. Ouais, j'ai dépassé Messi au niveau. C'est bon. Non, mais à chaque fois, en plus, il tacle tout le monde. T'as l'impression que. Encore, j'ai été calme. Et encore, ouais, parce que d'habitude, en plus, il est mauvais joueur et en plus, il est méchant. Alors, non, il est gentil. C'est notre ami Jordan. Merci à lui. Merci encore à tous mes chroniqueurs qui ont été là. Jean-Michel Badian avec une jambe en moins avec sa connexion qui a craqué. Merci à lui. Merci à Chris, notre Belge. Merci à Brice et tous nos tweetos aussi, encore du travail qu'il a fait. Merci à notre Lorelai national et son jingle et à son clip aussi. Allez le voir sur Internet. Laissez-moi. Et je me suis fait toute l'émission. Ah oui, non mais c'est ça qui est bon, John. Tu ne t'en lasses pas. Et aussi, je finis par notre ami d'Arsenal, notre Gunner, notre meilleur Gunner. Merci à lui encore, et merci à vous tous, chers. Merci à toi, Chris. Non, moi je ne suis pour rien. C'est vous qui faites le travail. Merci à vous tous. Et si tu te tais, t'acceptes ce compliment. Je l'accepte. Merci à tous. Merci à vous de nous suivre aussi sur la page Facebook de Quand on aime le foot et sur le groupe aussi et sur tous nos tweetos. Il faudrait qu'on passe les 1000 à la fin de la saison serait énorme. On est à 930, je crois, un truc comme ça sur Tweetos. Faut qu'on les passe. Et mardi prochain, on fait encore une émission de feu avec notre ami Ludovic Butel. On reste dans Arles-Lavignon, là. On ne bouge plus. La semaine prochaine, c'est avec Ludo. Je te dis que je l'ai eu au téléphone. C'est du grand n'importe quoi. En plus, il est chaud dans les buts en ce moment. Donc, la semaine prochaine, ils seront pas relégables à Arles-Lavignon. Alors, je vais vous dire, la semaine prochaine, ça va être du feu de Dieu. Prenez rendez-vous. Ouais, là, faut se préparer parce que je l'ai eu au téléphone, il est chaud. Il est chaud déjà pour mardi prochain. Allez, on se redonne rendez-vous mardi prochain et on finit sur le jingle de Lorelai, bien sûr. Allez, ciao. Le faillot. Le faillot. T'as vu l'état de leur pelouse au Portugal? Le faillot. Lorelai parece un tigre pelo, pero bajo su piel tiene un gran corazón. Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delanzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larson Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle le foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.